Alors bonsoir à tous et bienvenue donc, au Jeudi du Wagon. Ce soir on a le plaisir d'accueillir Monsieur Renaud Visage qui est un des cofondateurs du site Eventbrite que tout le monde connaît et qui est CTO du site. Je vais essayer de présenter un peu d'où tu viens, pas trop loin non plus, mais d'où tu viens et comment vous avez lancé l'aventure Eventbrite, les moments un peu clés quoi. Et puis après il y aura un milliard de questions je pense dans la salle et si on n'a pas, j'en aurai plein. D'accord. Quoi? Ah oui, il y a un hashtag apérotalk. Voilà. Pour ceux qui veulent live tweeter, tout ça, genre, spread the world. En fait, j'ai pas une formation d'ingénieur en informatique, j'étais ingénieur en génie civil. J'ai fait 5 ans de génie civil avant de me lancer dans l'Internet. Ce qui était une expérience intéressante, mais c'était en même temps que le web commençait à se développer et je voyais cette plateforme qui évoluait tout le temps, qui devenait de plus en plus populaire et ça m'a tout de suite attiré, donc j'ai appris un peu sur le tas. Il n'y avait pas vraiment d'école comme celle-ci, il n'y avait pas d'endroit où on pouvait aller pour apprendre, donc j'ai acheté des bouquins. C'est comme ça que j'ai appris à coder en fait. J'avais fait un peu de programmation à Central Lyon où j'ai été. J'ai fait ma dernière année d'école d'ingénieur aux États-Unis en génie civil. Et puis, mon premier boulot était à San Francisco, donc j'étais en plein dans la bulle .com, c'était 96, où j'ai déménagé là-bas. Et il y avait vraiment cet engouement incroyable pour tout ce qui était technologie web. Donc j'ai appris par moi-même, je les ai utilisés au sein de mon entreprise de génie civil. J'ai développé leur intranet, j'ai fait des connexions avec leur service de comptabilité, j'ai fait plein de petits projets comme ça qui me permettaient d'un peu d'apprendre aussi comment programmer. Et puis en 2000, j'ai décidé de changer de boulot, donc j'ai quitté le génie civil, j'ai mis une annonce sur Craigslist avec mon CV et mon premier entretien, c'était avec une boîte qui faisait du partage de photos. En 2000, ça s'appelait Zinc, c'était une des premières boîtes à faire le partage de photos. Les appareils numériques commençaient tout juste à devenir populaires. Je ne sais pas si vous avez vu les Nikon, je ne sais plus comment ça s'appelle, 9003, un truc comme ça, qui bougeait dans tous les sens. C'était le premier appareil numérique que j'ai eu. Non, c'était pas hyper cher, mais c'était vraiment 2 mégapixels, c'était vraiment le tout début. Je pense qu'on était un peu trop tôt, il y a quelques sites qui sont développés en même temps que nous, qui sont toujours vivants maintenant, comme Shutterfly, aux photos qui a été racheté par Kodak, qui après, je ne sais pas ce qu'ils sont devenus, mais il y a quelques sites comme ça qui ont marché. Nous, on a bien marché pendant un certain temps, on a levé beaucoup d'argent, on a levé 50 millions avec Kleiner Perkins. Mais en un an, on est passé, moi j'étais l'employé numéro 30, donc j'étais un junior developer qu'on appelle. On est passé à 120 et on est retombé à 10 en un an. On dépensait beaucoup d'argent en marketing, c'était la période des eyeballs, donc il fallait avoir un maximum d'utilisateurs, on s'en foutait complètement de combien on gagnait. Et on dépensait des sommes énormes sur du stockage, puisque ça coûtait encore très cher à l'époque. On avait des grosses machines EMC à $1 million l'unité, on avait plein de serveurs pour servir les images. Tout était un peu plus lent que maintenant et beaucoup plus cher. C'est, je pense, une des principales raisons pour laquelle on a pas eu le succès final, on a dépensé beaucoup trop pour gagner. À l'époque, il fallait faire une IPO, on s'en foutait un peu du revenu. Si on ne faisait pas l'IPO, c'était beaucoup plus difficile. Et il y a la bulle qui a explosé en plein milieu. La seule possibilité avec laquelle on aurait pu survivre, c'est de lever plus d'argent encore. Mais avec la bulle, plus personne n'investissait dans quoi que ce soit, surtout pas les business comme les nôtres qui avaient beaucoup d'utilisateurs mais très peu de revenus. Ensuite, Sony a racheté une partie de l'équipe, donc je suis resté avec eux pendant quelques années à faire des contrats en fait. Et en fin 2005, j'ai rencontré les deux autres cofondateurs d'Eventbrite. Donc c'est un ami à moi avec qui je travaillais dans le site de partage de photos qui m'a mis en relation et il connaissait bien Kevin, il travaillait pour Kevin, mon cofondateur. Kevin cherchait quelqu'un de technique, il est plutôt business finance que technologie. L'idée de départ était assez simple, on voyait qu'il y avait des outils pour gérer les événements assez gros, genre le Stade de France et compagnie, mais qu'il n'y avait rien pour les petits événements comme celui-ci, pour les conférences de 500 personnes. Qui deviendra grand. Qui est déjà immense.
Donc l'idée c'était de produire des outils qui permettent à n'importe qui de gérer n'importe quel type d'événement. On ne voulait pas se limiter aux petits événements non plus, donc on a fait des outils qui sont assez simples d'utilisation, mais quand même puissants pour répondre aux besoins des gens qui ont en fin de compte des besoins assez complexes de gestion de billets, quand est-ce qu'ils les mettent en vente, à quel prix, s'ils ont une liste d'attente, s'ils n'ont pas de liste d'attente, s'ils ont des promotions, etc., etc. Donc au fur et à mesure, on a rajouté les briques qu'on nous demandait, qui répondaient aux besoins de ces utilisateurs initiaux. On a eu beaucoup de traction au début avec le monde tech. Je pense qu'on est tous plus ou moins... on est plus enclin à utiliser de nouvelles technologies. En 2006, personne d'autre ne faisait ça. On était les seuls partout dans le monde, je pense que personne n'avait eu l'idée encore avant. Donc on a eu toute cette presse, tout cet engouement pour utiliser notre produit. Et on a eu beaucoup de feedback grâce à ça. On a pu faire évoluer la plateforme petit à petit. Pendant 2 ans, on n'était que 3. Kevin a financé une partie... Il a mis $250 000, je pense, au début. Ça nous a duré 2 ans et demi. Et puis après, on commençait à avoir pas mal d'utilisateurs. On a changé de nom, on s'appelait Mollyguard au début. Après, Mollyguard, rien à voir avec les événements. Donc on a fait un moment... Vous étiez 3 co-founders? Ouais. 2 co-founders? Non, 3. Kevin, sa femme et puis moi. D'accord. Et comment vous partagez les compétences? J'étais le seul tech, donc il y avait ça pour moi, c'était ma responsabilité, c'est clair. Eux se partageaient le reste un peu. Donc il y avait... Au début, il y a surtout produit, donc Kevin faisait beaucoup du produit, Julia s'occupait des clients, un peu du marketing, du SEO. On ne faisait pas encore des CM à l'époque. Embaucher les gens, après ça c'est devenu la fonction principale de Julia au fur et à mesure des années, de s'occuper de la culture d'entreprise, comment est-ce qu'on grossit de 3 personnes à maintenant on a 350 personnes. Il y a eu toutes ces étapes entre les deux où il faut s'ajuster, il faut déménager, on en est au 6e déménagement, on vient juste de faire le dernier il y a 3 jours en fait, vendredi. C'était une aventure très intéressante parce qu'on est obligé aussi de s'adapter nous-mêmes aux circonstances qui changent, aux gens qu'on embauche, au changement de hiérarchie un petit peu au niveau de la structure, établir tous les process internes qu'il faut pour gérer une entreprise de 350 personnes qui ne sont pas du tout les mêmes qu'une entreprise de 10 personnes. C'est quoi en fait, si tu dois reprendre le truc, les moments clés un peu d'Eventbrite? En gros, les moments où ça a vraiment switché. Vous avez eu de l'attraction dès le début, mais... Déjà changer de nom, ça a fait beaucoup de bien quand même. On avait une marque qui commençait à résonner. Si on avait une marque qui nous forçait à réfléchir à ce qu'on construisait et de la manière dont ce qu'on voulait construire aussi. Donc on a changé de marque, ça nous a forcé à penser à notre philosophie, à établir notre brand, à réfléchir à ce à quoi on veut que les gens adhèrent quand ils utilisent notre produit, ce qui va résonner avec eux et ce qui nous est cher. Qu'on soit ouvert, qu'on soit honnête, qu'on soit économique, même si on n'est pas le moins cher, tous ces fondamentaux du service, on a été obligé d'y réfléchir. Ça prend pas mal de temps et d'efforts. Le mot bright, ça envoie à quoi en anglais à part le côté... C'est ça, mais c'est un petit côté rétro aussi avec la manière dont on l'a appelé. Normalement c'est BRIGHT, on l'a appelé BRITE, qui est un peu des années 60. La chaleur, enfin il y a pas mal de... Le nom de domaine était disponible. Ça je pense c'est un problème que tout le monde doit faire face à un moment. Donc, on a eu plein de noms dans un chapeau, on en a tiré quelques-uns, on a utilisé. En gros, Eventbrite, j'ai acheté, ça n'existait plus, enfin il était déjà pris. Ouais. Ok, d'accord. Et donc. Bon, après les événements clés, il y en a question bête, mais quand tu changes de nom, c'est compliqué ou pas? Enfin, pour garder tes users, non, ça va. C'est une question de c'était pas très accroché, lié avec la marque au départ. De toute manière, ils étaient plus intéressés par le produit que par la marque. Alors que maintenant, je pense que c'est beaucoup plus difficile de changer. Établir une image de marque, ça prend beaucoup de temps. C'est ça qu'on a dû faire évoluer aussi au fur et à mesure des années. On a changé de logo 4 fois, je crois. On a
On a changé le look du site aussi plusieurs fois pour faire évoluer le sentiment que les gens ont sur la plateforme, que ça reste aux normes du jour. Le design change, les goûts changent, les polices de caractère changent, des choses comme ça, qui pour vous peut-être ne sont pas aussi évidentes, mais si vous faites ça pendant longtemps, vous verrez que les besoins des utilisateurs changent moins fondamentalement que la manière dont ils interagissent avec le produit. Donc JavaScript par exemple était beaucoup moins développé et commun à l'époque avec tous les frameworks qui existent maintenant. Les interactions à la Gmail, c'était quand même assez nouveau à l'époque. On commence à intégrer des choses comme ça, mais ça prend beaucoup de temps de changer un produit qui marche. La première grosse levée d'argent, je pense que c'était avec Sequoia, c'était fin 2009, ça faisait 3 ans déjà, un peu plus de 3 ans qu'on était sur le service. On a eu quelques petites levées entre-temps, mais là c'était la première validation qu'on était... Tout le monde connaît Sequoia, j'imagine. C'est un fonds qui investit dans les entreprises qui peuvent atteindre $1 milliard de ventes un jour ou l'autre. Ils n'investissent pas s'ils ne pensent pas qu'il y a ce potentiel. Ils se tournent un peu vers le wagon en ce moment. Ouais. J'espère. Vous développer international et ça va marcher. Donc ça, c'était la première vraie validation que le produit pouvait tenir la route, qu'on pouvait construire une entreprise. Vous avez levé combien là-dessus? 6,5 millions. D'accord. Donc pas énorme en termes totaux de tout ce qu'on a levé, parce qu'on a levé 200 millions en tout, mais ça nous a quand même mis sur la roadmap de beaucoup de gens. Peut-être qui n'avaient pas entendu parler de nous, ou qui hésitaient sur la viabilité du modèle à long terme. Notre modèle est simple, on prend une commission sur chaque billet vendu. Donc, si un événement est gratuit, tout est gratuit. Si un événement est payant, on prend une commission qui varie selon le prix du billet. Ensuite, l'internationalisation, je pense que c'était notre prochaine grande étape. Donc, on a lancé qu'aux US, on n'était que US jusqu'à fin 2011. Donc quand même 5 ans principalement pensé au marché US. J'ai fait une grosse partie du travail qu'il fallait faire pour qu'on soit internationalisable. Et fin 2011, on a lancé dans tous les pays anglophones. Puis, petit à petit, les levées de fonds, ça nous permet d'avoir des moyens supplémentaires pour embaucher des gens. Je ne pense pas qu'on serait 350 personnes si on n'avait pas levé les 200 millions de dollars qu'on a peut-être. Et maintenant, on ouvre des bureaux un peu partout. Donc on a ouvert, vous ouvrez des bureaux en physique dans les pays dans lesquels vous ouais. Donc on a ouvert en Angleterre fin octobre 2011. Et jusqu'à présent, on n'avait que ces 2 bureaux-là. L'année dernière, en septembre, on a racheté une boîte en Amérique du Sud. Je vais demain les voir pour la première fois. Ils sont à Mendoza en Argentine. Et il y a 2 mois, on a ouvert à Melbourne en Australie et en Irlande. Et puis on va bientôt ouvrir en Allemagne, je pense. Et à Paris en septembre. À Paris, pas encore, mais ça va venir, j'espère. C'est des bureaux de quoi? Principalement service client si on ne peut pas le faire à partir des US. Marketing, c'est là par quoi on commence. Et une fois que marketing commence à bien marcher, on a des city marketing managers, donc des gens qui sont dans la communauté, qui parlent des organisateurs d'événements tout le temps, qui viennent, adorent les événements, qui vont à plein d'événements aussi. C'est pas des sales, c'est plutôt pour faire connaître la marque, pour prendre le pouls de la ville, pour faire du réseautage, pour prendre des contacts. Et après, quand ça c'est bien établi, quand on commence à voir qu'il y a de l'attraction, on met des sales justement. C'est le schéma qu'on a utilisé pour tous les bureaux qu'on a ouverts pour l'instant. Je pense que ça marche assez bien pour nous. Ça nous permet de garder une équipe assez petite, qui est assez agile, qui peut faire... On fait du DRP aussi pas mal au début. Tout ça combiné, ça permet d'établir la marque. Et par rapport aux autres acteurs qui existent par exemple déjà, quand vous arrivez en France, il y a d'autres gens qui font ça. Comment vous arrivez, vous êtes les premiers, vous écrasez tout le monde, c'est quoi l'idée? Parce que quelque part vous n'êtes pas les seuls à le faire, mais vous êtes les seuls à avoir réussi à devenir aussi gros. Tout ce qu'on essaie de faire, on essaie de le faire mieux que ce qui existe. Ouais. Donc on regarde dans chaque pays qui fait quoi, comment ils le font, est-ce qu'ils ont une bonne image auprès de leurs clients ou pas. En Europe par exemple, on a parlé à beaucoup d'organisateurs, on fait des séries de dîners par exemple où on invite des organisateurs, pas forcément ceux qui nous utilisent, mais des gens qui
qui font des événements tout le temps, qui nous disent quelles sont les limitations de leurs produits existants s'ils utilisent un autre compétiteur, quelles sont les limitations qu'ils voient dans notre produit s'ils nous utilisent. Et on essaie de faire le développement nécessaire pour répondre à leurs besoins. C'est-à-dire que vous avez des features différentes en fonction des pays? On commence de plus en plus, ouais, surtout au niveau des méthodes de paiement. L'Allemagne est particulière, en Canada il y a des méthodes de paiement particulières aussi, en Amérique du Sud il y en a encore plus. Donc là, on est quand même une plateforme e-commerce, donc on est obligé de supporter ce qui est la norme dans le pays pour payer. Les cartes de crédit en Allemagne, c'est pas aussi populaire que ça, donc il faut s'adapter et intégrer ça dans le produit, intégrer ça dans la gestion des places. C'est principalement ce qu'on a fait, mais il y a aussi pas mal de choses au niveau TVA, au niveau des factures, qui sont personnalisées au niveau du pays, puisque les législations sont différentes. Et en moyenne, un événement Eventbrite, c'est combien de personnes, combien de temps à l'avance? Je sais pas en fait. Ça varie. Il y a des tout petits événements spontanés. Ouais, il y a des tout petits événements, il y a des événements personnels, il y a des gens qui nous utilisent pour organiser leur mariage. Et de l'autre côté, il y a des festivals de 60 000, 70 000 personnes. Donc on a tout l'éventail. Les vendeurs se focalisent beaucoup plus sur les gros événements, qui sont plus de 2000 personnes, je crois, un truc comme ça. Et après, tout ce qui est organique, c'est n'importe quoi, puisque n'importe qui peut créer un événement pour n'importe quel. On a des événements en ligne aussi qui ne sont pas. Il y en a beaucoup, Il y en a pas mal, plus qu'on pense. Quel est l'intérêt d'offrir l'application à des petits événements gratuits comme ça, du mariage? C'est quoi l'intérêt? Pour nous, il n'y en a pas énormément, mais c'est une plateforme qui permet de gérer n'importe quel type d'événement, donc il n'y a pas de limite à l'utilisation que les gens en font. C'est comme ça qu'on est. Pour nous, c'est d'avoir plus de gens qui connaissent la marque, plus de gens qui vont l'utiliser, peut-être quelqu'un qui va aller au mariage et à une conférence aussi qui l'organise. C'est du bouche à oreille. C'est pour ça qu'on utilise le modèle freemium pour que le bouche à oreille se fasse, que les gens aient une bonne expérience quand ils achètent leur billet, même si ça ne rapporte rien sur un événement gratuit. C'est quand même de la distribution gratuite de notre marque. C'est des questions. C'est quoi le travail quotidien d'un CTO d'une startup de 300 personnes? Ça évolue tous les jours depuis la création. Bon, au début, je faisais que du code, de toute manière, j'étais le seul à coder. Fait que je m'occupe du code, que je sois sûr que la plateforme marche, que les serveurs vont scaler. On a commencé, on n'avait qu'un seul serveur, qui était la base de données, le serveur web, et tout. Donc on a dû scaler ça. Maintenant, on a, je sais plus, 500 serveurs sur Amazon. On a dû faire la transition vers Amazon, donc tout ce qui est architecture, infrastructure. Pendant les premières années, c'est moi qui l'ai fait. Après, on a embauché des gens qui sont meilleurs que moi. À ce niveau-là, c'est pas mon fort. J'étais très content de laisser ça à d'autres qui savent ce qu'ils font. Maintenant, c'est plus s'impliquer dans les actions les plus importantes pour l'entreprise. Donc, je m'implique beaucoup au niveau international. Je passe beaucoup de temps en Europe, donc c'est bien pour moi d'être en charge de ça. Je sais, parce que je parle à beaucoup d'organisateurs tout le temps, ce dont ils ont besoin, qu'est-ce qu'il faut qu'on construise, comment est-ce qu'il faut que ça marche. Donc je fais une partie du travail aussi, et puis il y a pas mal d'infrastructures générales, comment est-ce qu'on architecte notre code pour... jusqu'à présent, on n'avait qu'une seule base de données, par exemple, qui grossissait. Donc maintenant, on construit des services séparés qui peuvent être scalés indépendamment du reste du site. Donc toutes ces décisions-là, il faut les prendre à un moment, il faut investir sur certains types d'activités, c'est une grande partie de mon travail. Vous avez à peu près combien de développeurs dans l'équipe? On est centaines, 110 avec produits et engineering. Un tiers. On a beaucoup de services clients, on a beaucoup de marketeurs, on a pas mal de vendeurs aussi. Si j'ai bien entendu, tu disais product et engineering, c'est ça? Ouais. Pour les 110 personnes, c'est quoi le ratio, juste pour avoir l'idée? Product, c'est assez petit, c'est comme 10-15 personnes, je crois, en incluant le product et les designers aussi, UX. Il doit être une vingtaine en tout, je pense. Et à quoi ressemble votre tech stack à peu près? Comment? À quoi ressemble votre stack? C'est MySQL pour... Enfin, on utilise plusieurs bases de données maintenant. On a commencé avec que MySQL. Maintenant, on a HBase, on a Cassandra.
On avait Mongo pendant un moment, on a Redis de plus en plus. Au niveau code, c'est du Python, donc on a Django pour une grande partie du site. On a toujours le framework qu'on a utilisé au début, qu'on avait développé nous-mêmes, donc ça reste ça. Comment? C'était quoi comme framework en fait? Vous avez fait en maison, mais c'était en quel langage? Python. Ouais. Donc tout est Python, donc tout marche à travers Django, mais il y a une partie qui n'utilise pas le Django ORM par exemple. Donc petit à petit on migre les choses, mais on ne voulait pas s'arrêter pendant 6 mois, tout réécrire et puis recommencer. Je pense que c'était la bonne décision. On a fait petit à petit, ça scale quand même. Le code ancien, il est moins joli, moins fonctionnel, moins lisible, mais il est quand même, il fait marcher le site. C'est important. Pour scaler justement les grosses erreurs que vous avez faites et que vous n'aurez pas fait en fait. Les trucs, c'était à faire, tu les ferais pas du tout pareil, qui ont vraiment été problématiques. Je pense architecter le site comme on l'a maintenant, ça serait bien. Si je devais le refaire, sans doute je le reconstruirais de cette manière-là. Mais bon, quand tu commences, il faut aller vite. On n'a pas le temps vraiment de construire des services super peaufinés avec de la documentation et tout ce dont tu as besoin. Après, quand tu as 80 développeurs qui travaillent sur la même plateforme, ça demande beaucoup plus d'explications comment marche la plateforme, ça demande des interfaces qui sont documentées, qui sont testées, tout ça, on a dû l'ajouter au fur et à mesure. Plus de testing au début, je pense qu'on n'en a pas écrit assez au départ. Quand l'équipe c'est 5 personnes, ça va, tout le monde connaît le code, tout le monde sait comment ça marche, mais quand on rajoute des nouveaux toutes les semaines, ça devient beaucoup plus problématique. Au niveau infrastructure, le cloud n'existait pas vraiment quand on s'est lancé. Je pense qu'on a bien fait de faire la migration, c'est beaucoup plus flexible maintenant. Créer des serveurs à la demande, alors qu'avant ça prenait 2 semaines pour avoir un nouveau serveur. C'est sur Amazon, c'est ça? Maintenant, oui. Et juste un truc, vous avez un système de paiement pour les paiements, vous les gérez vous-même, et vous avez un service tiers. Alors au début, on n'était que PayPal, ce qui était une des nouveautés à l'époque aussi. Les organisateurs d'événements pouvaient recevoir leur argent directement sur leur compte PayPal, alors qu'avant, ils recevaient des chèques soit après l'événement, soit chaque semaine ou chaque mois, ça dépendait des contrats qu'ils avaient. Alors que là, ils recevaient l'argent directement, ce qui intéressait beaucoup les petits organisateurs d'événements qui ont besoin du cash flow pour financer leurs événements. Mais maintenant, on a notre propre solution de paiement qui est devenue majoritaire. La plupart des organisateurs utilisent ça. Donc on a pris en partie sur nous tout ce qui est fraude, tout ce qui est risque. On a dû construire une équipe autour de ça. On a 15 personnes qui s'occupent que de ça. Dès qu'on l'a lancé, de toute manière, on avait des gens qui commençaient à essayer de frauder, à faire passer des cartes de crédit volées, etc. etc. Kevin avait la boîte qu'il a fondée avant est une boîte d'envoi de l'argent à l'étranger, donc il était très familier avec tous ces problèmes, ce qui nous a aidé parce que tout de suite on a mis en place ce qu'il fallait pour que tout ce qui est potentiellement frauduleux soit revu par quelqu'un physique et qu'il fasse de la recherche pour vérifier si l'événement est vrai ou pas. Donc tout ça on a dû le mettre en place petit à petit. Et ça c'est l'outil PayPal. Justement maîtriser ces fraudes. Oui, bien sûr, c'est pour ça qu'on était content. Pour le coup, déjà, ça coûte cher pour l'organisateur. L'expérience, tu dois aller sur PayPal. PayPal te garde potentiellement, si tu vends des gros billets, que tu n'as pas d'histoire avec PayPal, ils vont garder tes fonds pendant 3 mois, pendant qu'ils font une recherche sur toi pour voir si tu es un vrai organisateur. Donc, la fraude vient avec un prix. À PayPal, ils ont certaines politiques qui ne sont pas forcément les nôtres. D'un autre côté, c'est un partenaire important. On continue d'avoir cette intégration avec eux. Et on va la développer, je pense, parce qu'ils ont pas mal de produits mobiles qui sont intéressants. Donc c'est quand même... Non, il y a d'autres services pour PayPal. Bon, on utilise d'autres services, hein, on n'a pas écrit... On n'interface pas directement avec les banques. On utilise des gateways, etc. Mais quand on s'internationalise, c'est très important d'avoir un partenaire qui peut s'internationaliser avec vous, et ce qu'on n'avait pas au départ. On a dû changer de partenaire de paiement. Est-ce qu'il y a des questions? Qu'est-ce que vous utilisez comme service SaaS pour le paiement? On a vu PayPal, mais par exemple pour la relation client ou pour la facturation, tout ce genre de choses. Qu'est-ce que vous
que vous avez utilisé comme ça, c'est ce que vous avez internalisé? Ouais, on a utilisé beaucoup au fur et à mesure des années. On utilisait Zendesk jusqu'à présent, là on est sur Salesforce pour tout ce qui est vente, service client. Donc on a essayé de regrouper en fait les différents produits qu'on utilisait sur Salesforce, qui quand même a une offre un peu plus globale peut-être que d'autres. Qu'est-ce qu'on utilise? Bon, Amazon pour tout ce qui est gestion de serveur, on utilise Pingdom pour savoir si notre site marche. Return Path pour savoir si nos IP sont bloqués ou pas pour l'envoi d'email. On utilise Strongmail pour l'envoi d'email. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme... C'est déjà pas mal comme liste. On a Oracle pour ERP, on a pas mal de choses comme ça qui viennent plus tard quand l'entreprise grossit. On utilise MailChimp pour nos envois de marketing par exemple. Tous les partenaires qui font ça mieux que nous. Tu peux refaire un Eventbrite. Est-ce que tu as le sentiment que grâce à Eventbrite, il y a plus de choses qui sont organisées dans le monde, ou est-ce que finalement Eventbrite va juste remplacer des méthodes anciennes? Oui, il y a beaucoup d'exemples de gens qui, un peu comme eBay à l'époque, sont devenus organisateurs professionnels grâce à notre plateforme en fait. Des gens qui s'intéressaient à la cuisine ou qui n'avaient pas de boulot, qui avaient une passion et qui ont commencé à faire des petits événements comme ça de 5 personnes et puis petit à petit ça s'est développé un peu partout dans le pays. Il y a des courses comme ça qui sont apparues nulle part, il y a des cours de cuisine qui sont maintenant nationaux et donc je pense qu'on a favorisé l'expérience, le live experience comme on dit, en offrant une plateforme qui permet de les gérer. Je ne sais pas si c'est un résultat que tout le monde passe beaucoup de temps en ligne et qu'on a envie de rencontrer des gens en dehors du travail, en dehors de nos ordinateurs. Je pense que la plupart des gens vont pour acheter un billet, donc ils l'ont trouvé à travers un email qu'ils ont reçu de l'organisateur, à travers le site web, à travers la page Facebook, à travers Twitter. Il y a plein de pages comme ça qui pointent l'utilisateur vers la page de l'événement. Après ça, on essaie de devenir de plus en plus une destination de découverte. Donc on apprend des choses sur toi, on peut te suggérer des événements qui sont propres à toi, qui vont t'intéresser potentiellement. Donc il y a tout ce qui est big data qu'on essaie d'utiliser pour analyser non seulement tes achats, mais tes amis, où est-ce qu'ils vont, est-ce que les gens qui vont aux mêmes événements que toi vont aller prochainement. J'ai un ami qui me dit que maintenant quand il va sur Eventbrite, on ne propose que des choses qui l'intéressent. C'est bien, je suis content. C'est le but, ouais. Que tu n'aies pas à te casser la tête pour trouver des événements, parce que pour l'instant c'est un casse-tête de trouver un événement. Si tu veux t'intéresser par les concerts, tu vas voir, il doit y avoir 15 sites à Paris qui ont différents inventaires d'événements. Bon, si tu veux un gros concert, c'est facile, tu as la FNAC ou les autres sites comme ça, mais si tu veux des événements professionnels par exemple, c'est quand même dur à trouver. Il faut des gens qui soient curateurs d'événements en fait, comme Startup Digest ou des choses comme ça, pour que tu les trouves en fait. Des événements, c'est quoi votre positionnement par rapport à Meetup? La petite question sympa. Attention. Non, enfin Meetup, on ne les voit pas comme, pas vraiment comme des compétiteurs. C'est une question ouverte. Meetup est plus comme un réseau social pour nous, parce qu'il contrôle l'expérience. La seule manière de communiquer avec les gens qui vont à l'événement, c'est à travers Meetup. Tu ne peux pas faire un export, par exemple, des emails, des contacts des gens qui viennent. Tu ne peux pas faire un email targeté à juste un certain sous-groupe du groupe. Donc, ça a un intérêt, je pense, pour faire vivre une communauté. Beaucoup de gens utilisent Meetup et font le ticketing sur Eventbrite, par exemple, parce que Meetup n'a pas une solution très puissante de gestion d'événements. Et vous avez comme plan de vous intégrer fortement ou juste vivre votre vie Pour l'instant, on n'a pas eu le besoin. Les gens utilisent soit nous, soit eux, pour le type d'événement qu'eux offrent. Nous, quand même, on a beaucoup plus d'événements qui ne sont pas des trucs réguliers qui se passent tous les jeudis, par exemple. 20h. Des apéros de groupe. Mais je pense qu'il faut faire vivre une communauté, je pense. C'est un outil assez intéressant. Après, pour la vente de billets professionnels, j'utiliserai pas ça, c'est clair. Je propose qu'on l'applaudisse pour le remercier.